Oh, vous êtes là. Je vous avais pas vu. Ça, ce sera ton introduction. Voilà. Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un personnage iconique de l'univers Marvel, Loki. Mais avant d'être adapté en comics, c'est avant tout un dieu de la mythologie nordique. A l'occasion de la série Loki qui est actuellement en cours de diffusion, j'ai décidé de vous raconter tout ce que vous devez savoir sur le dieu de la malice, de son adaptation chez Marvel à ses origines mythologiques via son arbre généalogique. Et tout ça, ça se passe dans ce comic en fait. Voilà, générique. On avait déjà parlé de la mythologie nordique sur la chaîne dans la vidéo Mjolnir et la mythologie nordique, vidéo que je vous conseille d'aller voir avant de reprendre celle-ci, mais si vous ne vous souvenez pas, c'est pas grave, hein, on va faire un court rafraîchissement de mémoire. Alors dans la mythologie nordique, il y a trois grandes familles de divinités, les As, les Vannes et les Dis. Les As va être aujourd'hui le groupe qui va nous intéresser, car c'est en quelque sorte le gang principal de cette mythologie scandinave. C'est celle qui contient des dieux majeurs de cette mythologie comme Odin, qui en est en quelque sorte le membre principal. Loki lui est également un As, mais avant de revenir sur ses origines mythologiques, on va parler de sa création dans l'univers Marvel. Le nom de Loki est apparu pour la première fois en août 1949 dans le Venus Volume 6 par Timely Comics, qui deviendra Marvel Comics dans les années 60. Dans ce comics, on a le droit à une version totalement différente du vilain qu'on a pu connaître en 62. En effet, là on est face à un design façon Nicolas Sarkozy, hein, Mais vous fumez, monsieur. qui est le prince du mal, le seigneur de la haine, et qui est une divinité olympienne. Donc déjà là, ils ont pété un boulon, donc déjà voilà, ils sont plutôt à côté de la plaque, mais sachez que c'est également la majesté d'un monde souterrain, s'inspirant largement des enfers, et a à ses ordres des monstres absolument dégueulasses, et là on sait pas pourquoi il fait allègrement un salut nazi. Mais on passe à cette première apparition étrange et on arrive tout de suite en 1962 où le personnage est changé par Stan Lee, Larry Lieber et Jack Kirby qu'on salue. Et ce nouveau Loki apparaît pour la première fois dans Journey into Mystery 85 pour qu'un an plus tard il soit à l'origine de l'unification des plus grands héros que la Terre ait pu porter, les Avengers, qui feront leur premier rassemblement en septembre 1963 dans un seul but, arrêter Loki. Il est un méchant emblématique de Marvel et deviendra très rapidement un personnage de premier plan, il aura même des séries à lui tout seul, mais bon, ça on en reviendra plus tard. Le gros à retenir, c'est que c'est un vieux personnage qui est maintenant iconique, mais dont tout le monde ne connaît pas les origines mythologiques. Donc, on va faire un petit passage, ou plutôt un gros passage, sur la mythologie scandinave. Dans la mythologie scandinave, Loki est le fils de Lofi, sa maman hermaphrodite géant des glaces, et de Thorbotti. Et déjà, gros point, contrairement aux comics, il n'est pas le frère adoptif de Thor. À vrai dire, il n'a même aucun lien de parenté avec celui-ci. Cette idée de faire de Loki le demi-frère de Thor est tout droit tirée des têtes de Stan Lee et Jack Kirby. Donc voilà, Thor et Loki ne sont pas frères, et Odin et Loki sont par contre là frères. Enfin en tout cas ils ont une relation fraternelle, et comme indiqué dans l'Edda Locasena, c'est un pacte de sang qui lie les deux, ce qui a permis à Loki de s'intégrer dans le panthéon des As. Alors c'est un petit bordel, mais attendez, pour mieux s'y retrouver en faire un tout petit joli arbre, hein, regardez comme il est joli. Loki a donc comme papa Thorbotti et maman Lofi. Et Odin sera son frère via ce pacte de sang du coup. Mais on retrouve un frère biologique, Bileist, qui sert à rien quoi apparemment. Le boug, on sait juste rien de lui, mis à part que c'est le frère de Loki. Voilà. Mais en revanche, on en connaît un peu plus sur Helblindi, qui est un Jotun comme Loki. Il est l'enfant de Thorbotti et Lofi, et en plus de ça, il est également le dieu principal de la mythologie scandinave, et il est aussi le père de Thor. Alors, attendez, il y a une couille, là il y a une couille. Ah non, oui, c'est bon, je suis con. Je vais vous parler des Kenning. Alors, en gros, les Kenning, qu'est-ce que c'est? Les Kenning dans la mythologie nordique, c'est quelque chose qui consiste à remplacer un mot par quelque chose qui le définit de près ou de loin, soit par une métaphore, soit par autre chose. Par exemple, un Kenning d'Heimdall, c'est le dieu blanc. La guerre dans la mythologie nordique a comme Kenning le vacarme des épées, et Odin a un Kenning qui est Helblindi, qui est donc aussi le nom du frère de Loki. Donc voilà, à ne pas confondre. Ensuite, on retrouve dans l'arbre généalogique de Loki plusieurs conquêtes avec qui il a eu des enfants. On commence les enfants qu'il a eu avec sa femme, hein, Saigin. Donc comme tous les autres dieux et déesses de la mythologie nordique autres que Odin, Loki et Thor, il n'y a pas toute une giga chier qui nous dit énormément de choses sur qui elle est. Néanmoins, Sigyn est très loin d'être une personne dont on connaît rien, hein. On a quand même des récits sur elle, on a quand même des choses sur elle, mais elle est surtout connue pour une chose, c'est sa loyauté. Je vais vous parler de la mort de Balder, le fils d'Odin et frère de Thor, qui a été plus ou moins assassiné par Loki.
Donc on a Balder, qui est le fils d'Odin et frère de Thor et qui a été assassiné par Loki via son autre frère. Après sa mort, c'est Hermod, un autre dieu de la mythologie scandinave, qui ira dans le monde des morts pour rendre visite à Hel, la déesse de la mort et fille de Loki qu'il a eu avec Angerboda, sur qui on reviendra un peu plus tard. Mais du coup voilà, Hermod va dans le royaume des morts pour demander à Hel de faire revenir Balder, tué par Loki, parce que sinon c'est la giga, mais alors la giga merde. Il y a mine de rien l'arrivée du Ragnarok en jeu dans cette histoire, donc s'il revient pas, c'est chiant. Du coup, elle accepte de faire revenir à la vie Balder, mais à une seule condition. Elle le ressuscite, mais pour cela, il faut que toutes les personnes, toutes les entités à travers le monde pleurent sa mort. Du coup, hop, les As font passer le message à peu près tout le monde, sauf que Loki est un immense chien. Ça on le sait, le roi de la fourberie prendra l'apparence d'une géante du nom de Tok ou de Thok, je sais pas trop, et cette géante refusera tout simplement de pleurer la mort de Balder, ce qui fait que, du coup, il peut pas revenir à la vie. Loki sent alors la sauce arriver, il se transforme alors en saumon et décide de se cacher, sauf que Lomon ou Soki, comme vous préférez, sera retrouvé et puni. Il sera prisonnier dans une grotte souterraine et devra subir en guise de punition le venin douloureux d'un serpent qui lui coulera dessus, et ce, jusqu'au Ragnarok, donc jusqu'à l'apocalypse. Et pour revenir à Saigin, elle sera là pour Loki, afin de récupérer le venin du serpent dans un récipient pour ne pas qu'il atterrisse trop sur son mari, afin qu'il souffre moins. C'est cette scène-là qui est souvent représentée et qui revient souvent quand on parle de Saigin. Et maintenant qu'on a parlé de tout ça, sachez que Balder et Saigin sont aussi chez Marvel. C'est pas fou quand même, la vie. Dans les comics, Balder est aussi le frère de Thor, enfin plutôt le demi-frère, la mère de Thor étant Jord, et la mère de Balder étant Frigga, mais voilà, en vrai sa mort est similaire à celle dans la mythologie nordique, Loki en est responsable, sauf que, à la différence, lui il ressuscitera grâce à Odin dans les comics, et pour ce qui est de Saigin, elle est apparue pour la première fois en 1978 dans les comics. Chez Marvel, Saigin est aussi une déesse, et Loki a comme pour projet d'en faire sa femme, sauf que, mauvaise nouvelle pour lui, Saigin est déjà fiancée et va se marier avec Théoric, un garde d'Odin. Sauf que vous commencez à comprendre que ce soit dans la mythologie nordique ou chez Marvel, le personnage est le dieu de la malice. Il va alors monter un plan. Il fera en sorte que des trolls attaquent Théoric pour le tuer pendant que dans son coin, le dieu de la malice lui prendra son apparence en restant avec Saigin, lui faisant croire qu'il est Théoric. Et donc plus tard, Odin mariera Saigin et Théoric. Et sauf que non, en fait, c'est une fois le mariage terminé que Loki montrera et dévoilera à tout le monde sa mascarade, mettant Odin très en colère. Sauf que Saigin mettra les points sur les i malgré la colère d'Odin, le mariage est fait et nul ne peut annuler les liens qui l'unit à présent à Loki. Et tout comme dans la mythologie nordique, Loki sera puni, il sera attaché à des rochers ayant du venin qui lui coulera sur la caboche. Saigin sera donc à ses côtés avec un bol pour récupérer le venin avant qu'il tombe sur son visage, afin d'éviter qu'il souffre trop. Mais bon voilà, le personnage n'est plus aujourd'hui d'actualité chez Marvel, puisqu'elle sera déclarée morte en 2012. Mais sinon, pour revenir à la mythologie nordique, Loki aura 2 enfants avec Saigin. Le premier est Narvi, et pour la petite anecdote, il a été mentionné chez Marvel. Mais bon, la première mention vient d'un run de Jason Aaron, donc si on en croit l'une des premières règles de la constitution existentielle de l'existence, ça n'existe pas. Il faut pas prendre en compte ce qu'a fait Aaron chez Marvel. Si vous croyez pas qu'il existe, il n'existe pas, et il ne pourra pas vous faire du mal. Donc bref, dans la mythologie, Narfi et Vali sont les enfants de l'union entre Loki et Saigin, mais sauf que pour punir Loki après le meurtre de Balder, les dieux transformeront Vali en loup afin qu'il tue son frère en lui arrachant les boyaux. Ah oui, j'ai pas précisé tout à l'heure, mais les boyaux de Narfi seront utilisés pour attacher Loki jusqu'au Ragnarok. Sinon c'est pas marrant. Pour se reconcentrer sur l'arbre généalogique, on peut partir d'un autre côté en abordant une autre conquête de dieu de la malice, Angerboda. Et on va accélérer un peu, on va pas rester 100 ans sur ça. Donc c'est avec Angerboda, qui est une géante des glaces, qu'il aura 3 enfants, dont 2 monstres, le loup Fenrir, le serpent Jormungand et une fille du nom de Hel, la déesse de la mort. Et dans les comics, c'est aussi le cas, sauf qu'on rajoutera un A à elle, ce qui donnera Ella. Voilà, abonnez-vous. Et on a ensuite un aventure de Loki, en personne avec qui il a eu des enfants, Svadilfari, qui est en cheval. Alors... On va faire bref. Un jour, au tout début de la naissance de la mythologie nordique, donc genre quand les dieux viennent d'arriver, un géant des glaces arrive pour leur proposer de construire une immense forteresse afin de contrer les possibles invasions. Et en échange de ça, il demandera que 3 choses. La lune, le soleil et Freya, qui est la déesse de l'amour et de la luxure. J'adore le sexe. Après de plus mûres réflexions, les dieux sont pas giga chauds de ouf, mais finissent par accepter son offre à une condition.
il devra construire sa forteresse dans un très court délai et sans l'aide de personne. Donc là, les dieux, ils semblent être peinards, hein, ils se disent que jamais de la vie, il y arrivera quoi. Sauf que le géant, lui, il va vouloir un petit coup de pouce. Il demande de pouvoir utiliser Svadilfari, son cheval. Les dieux semblent toujours pas giga chauds, mais finalement, Loki, le dieu de la malice, finit par les convaincre et ils acceptent l'offre. Donc on a un géant des glaces, le maître bâtisseur, qui doit construire sa forteresse divine dans un court délai de temps si jamais il veut la lune, le soleil et le cul de Freya. Autant dire que si jamais il y arrive, ça va pas arranger les dieux. Donc les jours passent et plus les jours passent, plus on se rend compte que le mec est en train d'y arriver. La forteresse est bientôt terminée. Loki est donc giga mal vu par les autres dieux et il décide d'aller réparer son erreur. Il va se transformer en jument pour perturber le cheval du maître bâtisseur afin qu'il ne puisse pas terminer sa construction. Et ça marche, voilà, ça marche. Svadilfari sera séduit par Loki et ils passeront la nuit dans les bois ensemble où on imagine, hein, il se fera poutrer le cul par le cheval. Voilà, abonnez-vous, hein, en plus de pop culture, on parle aussi de poésie française chez Chromique. Plus tard, Loki donnera naissance donc à Sleipnir, le cheval à 8 pattes d'Odin. Dans les comics, Sleipnir est aussi présent, il apparaît en 78, mais les origines de celui-ci sont un peu troubles car il y en a deux en fait. Il y a une version assez fidèle à la mythologie nordique qui est racontée dans un livre encyclopédique nommé Marvel Pets Handbook volume 1 sorti en 2009, mais sinon en 2008, dans Thor Reign of Blood, Sleipnir a une origine que je trouve ultra stylée. Thor doit protéger la Terre, Midgard, d'une invasion de morts vivants invoquée sur Terre par l'enchanteresse qui a maudit celle-ci. Lors de cet affrontement, Thor est venu avec 8 chevaux et acceptera de conduire le Blood Colossus, une machine de destruction créée par un soi-disant alchimiste pour détruire tous les morts vivants. Sauf que cette machine, seulement Thor est assez puissant pour la piloter. Donc il le fera mais demandera aux humains de ne pas bouffer ces 8 chevaux lorsqu'ils seront morts, en leur expliquant qu'ils devront laisser brûler leur carcasse jusqu'à ce qu'il ne reste que des os, comme ça le lendemain matin ils pourront revenir d'entre les morts. Une fois le sale boulot fait avec le Blood Colossus, Thor retourne voir les humains, dont l'alchimiste, sauf qu'il y a un problème, ils ont commencé à bouffer les chevaux. Du coup, en tant que personne civilisée, Thor ira allègrement casser la gueule à l'alchimiste et ramènera les restes des cadavres des chevaux sur Asgard afin de donner vie à Sleipnir, qui est la fusion des restes de carcasse des 8 chevaux morts au combat. J'ai trouvé cette origine juste hyper stylée, je voulais vous la raconter, et aussi sachez que l'alchimiste en fait c'était Loki, et oui. Donc l'arbre généalogique mythologique de Loki ressemble à ça. On va maintenant former celui de Marvel Comics avec ceux qu'on a déjà vus précédemment, et on va rajouter quelques-uns. Tout d'abord, on va rajouter Tess Black, une fille que Loki a eue avec une humaine, ce qui fait d'elle une demi-déesse, mais sans pouvoir. On la verra pas tant que ça, et on la verra surtout dans le run de Spider-Man de Straczynski, mais en dehors de ça, on la verra pas. C'est vraiment un personnage ultra secondaire. Loki a aussi un fils surnommé le fils de Satan, ne pas confondre avec Demon Hellstorm bien sûr, mais par contre là c'est un mystère. Le personnage est apparu en 1950, donc dans Vénus numéro 10, donc Vénus si vous vous souvenez, c'est la série où on a eu droit à une version assez obscure de Loki, si vous vous souvenez du début de la vidéo, mais qui apparemment est quand même compté comme un enfant de l'actuel Loki, puisqu'il est mentionné dans une encyclopédie Marvel sur Thor, où il a droit à sa propre fiche, et où il est bien mentionné que les frères et sœurs qu'il a sont les enfants du Loki qu'on connaît. Donc voilà, il est là et il existe. Donc que ce soit dans les comics ou dans les Zeda, le personnage de Loki reste quand même assez proche, même si de majeures modifications ont eu lieu, que ce soit pour aseptiser certains moments ou tout simplement pour que ça rende mieux en comics, parce que bon, c'est vrai que le coup de Loki en jument, je suis pas sûr de vouloir le voir dans des cases de comics, hein. Non, je préfère voir ça direct dans le MCU. Mais en gardant tout ça en tête, certaines choses deviennent beaucoup plus intéressantes. On va prendre un exemple. En ce moment, la série Loki est diffusée sur Disney+, hein, tous les mercredis, d'ailleurs il y a les reviews sur Marvel Story, n'hésitez pas à aller les écouter. Et dans l'épisode 1, on voit une fiche de Loki avec dans la mention sexe le terme fluide qui est employé. Et là, la toile s'enflamme. Alors non, jeuxvideo.com va falloir se calmer tout de suite, car c'est absolument pas quelque chose de nouveau. Depuis les Eddas du XIIIe siècle, Loki change de sexe, de race, dès que ça lui pète. Loki est d'ailleurs ni considéré comme un garçon ou comme une fille. On va prendre le cas d'Agent of Asgard, Loki, dans lequel Odin dit de son fils adoptif « mon enfant qui n'est ni mon fils ni ma fille ». Et histoire d'encore plus faire chier les cons et autres personnes absolument horrifiantes, sachez que Loki est pansexuel dans les comics. Et d'ailleurs, il a été annoncé il y a pas longtemps, à la diffusion de l'épisode 3, qu'il est également bisexuel dans le MCU. C'est Kate Herron, qui est la réalisatrice de la série Loki et qui est directrice aussi sur la série Sex Education, qui l'a confirmé. Elle l'a officialisé avec un tweet où elle dit « à partir du moment où j'ai rejoint la production de Loki, c'était très important pour moi de reconnaître que Loki était bisexuel. Cela fait partie de qui il est et de qui je suis aussi. » Et du coup, ça fait de ça une adaptation fidèle. Et si cette information vous gêne plus que d'apprendre qu'il s'est fait poutrer le yonf par un cheval,
Eh ben posez-vous les bonnes questions. Dans le MCU, on a droit à un Loki, fils de Luffy et fils adoptif de Odin et Frigga. Contrairement aux comics, on peut oublier les Baldur et compagnie car il a comme seul demi-frère Thor et comme demi-sœur Hela, qui du coup, dans le MCU, n'est pas sa fille. Pour l'instant, il n'a pas d'enfant encore connu, mais bon, on sait pas de quoi le futur est fait. Et c'est d'ailleurs sur ces mots que je vais vous laisser. Mais avant de terminer cette vidéo, je tiens à vous dire 2-3 infos, donc n'hésitez pas à écouter jusqu'au bout et à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour tenter de gagner cette magnifique image de Steven les dossiers geeks. Et oui, car actuellement, j'ai l'honneur de participer aux vidéos théorie de Loki sur la chaîne de Steven les dossiers geeks, en compagnie de l'incroyable Jordan Universe, très bel homme, et de l'étoile montante de YouTube, Eloni, une belle bande que j'aime beaucoup et sur qui j'envoie beaucoup de love, hein, voilà, c'est que de la bonne humeur saupoudrée de bonnes théories, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, ça serait super giga top. Deuxième info, vous pouvez toujours me retrouver sur Marvel Story pour les reviews de séries et les podcasts, en compagnie de Biguinin et Guillaume que j'embrasse, n'hésitez surtout pas, il y a du très lourd qui arrive, et sachez d'ailleurs que sur ma chaîne, vous pouvez normalement, si vous défilez un peu, voir où est-ce que j'ai participé en dehors de la chaîne, voilà, il y a les lives, les rediffs de live sur lesquels j'ai été, et les vidéos sur lesquelles je serai qui sont pas de ma chaîne, c'est exceptionnel ce qui se passe, et il y a aussi un onglet Marvel Story. Et dernière info de mon côté, c'est que Chromic va s'ouvrir un peu plus, alors attendez, vous demandez peut-être ce que ça veut dire, mais on va y arriver. Depuis le début de la chaîne, tout est consacré à Marvel, et en soi, c'est le principe même de la chaîne. J'adore Marvel, ça m'a apporté énormément de choses, mais parfois dans la vie, il faut savoir s'ouvrir, et c'est pour ça que sur Chromic, il n'y aura pas que des vidéos sur Marvel, ça sera beaucoup plus large à partir de maintenant. Parfois, on pourra parler de cinéma, de séries, tout en gardant un lien avec les comics, mais voilà. En plus de ça, la chaîne va devenir de plus en plus active, que ce soit avec des vidéos plus style, plus débat, plus spontané, et avec toujours un Chromic ou un Zoom tous les mois, donc une vidéo un peu plus écrite, c'est exceptionnel ce qui se passe en fait. Mais voilà, sachez que les contenus vont se diversifier, même si je vous rassure, il y aura encore toujours beaucoup, mais alors beaucoup de vidéos sur Marvel, et voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, et j'ai plus qu'à vous dire à bientôt sur Chromic pour de nouvelles chroniques, et d'ici là, lisez des comics. Ciao!